Bonsoir et bienvenue au théâtre Tristan Bernard pour cette soirée qui marque le grand retour de la veillée. La dernière édition a eu lieu en novembre 2019, soit il y a environ 10 ans, en ressenti en tout cas. Et donc l'édition suivante devait avoir lieu au Grand Rex pour les 5 ans de l'événement en mai 2020. Évidemment, c'est tombé en plein pendant le premier confinement. Donc, avec mon camarade Damien, on s'était dit qu'on allait reporter l'événement en janvier 2021, en se disant qu'au bout de quelques mois, cette petite affaire serait tassée. Très peu de flair sur ce coup, vraiment très très peu. Et donc, tout ça nous amène jusqu'à ce soir, donc en mars 2022. Et c'est peu de dire qu'on est heureux de retrouver cette scène pour partager avec vous des histoires vraies, qui vont être racontées par les personnes qui les ont vécues. Et je le précise à chaque fois parce que c'est important, les invités de la veillée ne sont pas des professionnels de la prise de parole en public sur scène. C'est des personnes qui ont la générosité et le courage de venir sur scène devant vous pour partager des récits personnels qui ont marqué leur vie pour une raison ou pour une autre. Donc je compte sur vous pour montrer la bienveillance légendaire du public de la veillée, bien sûr, et pour leur donner le sentiment qu'elles sont dans un endroit où on leur veut du bien. Voilà, c'est important. Je précise que, exceptionnellement, pour la première fois depuis l'existence de la veillée, il y a des gens sur scène parce que le premier rang a été condamné. Donc, normalement, il aurait dû y avoir des gens sur tous les coussins. Donc, peut-être qu'il y a des retardataires qui viendront plus tard, mais donc voilà, c'est normal, ne vous inquiétez pas. J'évoquais la pandémie. Et évidemment, comme toute situation exceptionnelle, elle a donné lieu à des expériences individuelles que les gens ne s'attendaient pas à vivre. Et c'est le cas de nos deux premières invitées. Mais comme vous allez le voir, c'est pour des raisons très différentes qu'elles ont été marquées par cette situation. La première s'appelle Nadia, et je vous demanderai de l'applaudir très fort. Nadia. Bonsoir. Alors ce soir, je viens de vous parler d'une histoire d'amour, d'une histoire de solidarité, de résilience, un combat pour la vie qui m'a marquée à tout jamais. Donc je suis très heureuse de le partager pour la première fois avec vous ce soir. Je suis très émue, vous comprendrez pourquoi. Alors ça commence l'été 2020, après le premier confinement. On est tous un peu sous le choc de ce qui vient de se passer. Et je décide d'aller voir une psychologue, comme beaucoup d'entre nous, je pense. J'en trouve une par hasard, par le biais d'un podcast. Et elle me touche parce qu'elle s'intéresse beaucoup à l'histoire de la famille, car on le sait, les traumatismes se transmettent de génération en génération. Donc je fais une première consultation avec cette psychologue qui me demande plein de questions sur ma famille, mais des questions très simples du type qu'ont fait tes grands-parents dans leur vie, combien de frères et sœurs ont tes parents, et je réponds vraiment très approximativement. Donc j'ai un peu honte et je décide, après cette séance, d'acheter un micro-enregistreur et d'interviewer mes parents. Chose qui est très difficile car, comme dans beaucoup de familles, on est très pudique, on ne parle pas de nos émotions, on ne parle pas de nos histoires. Moi, je viens d'une famille nord-africaine, donc beaucoup de choses, notamment l'histoire de leur immigration, est assez tue. Donc je me lance dans cette aventure, je ramène un micro-enregistreur dans le salon familial et je pose des questions à mon père et à ma mère. Je suis très fière qu'on l'ait fait, mais à ce moment-là, je me dis que je vais garder ça pour moi et que je le transmettrai à ma famille plus tard. Enfin voilà, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire de ça. Quelques mois après, on est invité à un mariage. Le mariage de mon cousin, c'est le 11 octobre 2020. Et le Covid, donc voilà, on a eu le premier confinement. Il y a quelques gestes barrières, mais bon, un peu comme tout le monde, on réalise pas trop ce que c'est, on respecte ça à moitié. Et je me souviens qu'à la mairie, il y avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient entrer. Mon père a fait partie des quelques personnes choisies pour entrer à la mairie. Et à la sortie, il me dit cette phrase qui me marque. Il me dit Tu sais, ta mère et moi, dans un an, ça fera 50 ans de mariage. Et moi, je suis choquée parce qu'on parle pas d'amour dans ma famille. Donc cette phrase me reste à l'esprit. Et voilà, la fête se passe. Je rentre chez moi à Marseille. Et voilà, une semaine passe. Et là, ma sœur m'appelle et me dit que mon beau-frère a le Covid. Donc je me dis bon, ça va, ça fait 7 jours que je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas qu'à contact, tout va bien. Quelques jours après, je perds l'odorat. J'apprends que ma mère a un rhume depuis quelques jours, mais que son test Covid est négatif, donc je ne suis pas inquiète. Et en fait, petit à petit, on réalise qu'on est toutes et tous malades, qu'on a toutes et tous le Covid, sauf mon père. Et
Et là, on me dit de pas m'inquiéter, mais que ma mère a été envoyée à l'hôpital aux urgences et qu'on l'a plongée dans un coma artificiel. Et donc moi, je suis confinée chez moi à Marseille et un médecin au téléphone me dit que la situation est catastrophique dans les hôpitaux et que c'est 50-50 pour ma mère, que demain, peut-être qu'elle ne sera plus là. Donc je réalise toujours pas évidemment. J'ai mon père au bout du fil qui est en larmes, qui me dit de venir vite, mais moi j'ai pas envie de sortir de chez moi parce que j'ai peur que d'autres personnes tombent malades. Donc j'attends. J'appelle l'hôpital qui ne sait pas vraiment quoi dire parce qu'on ne connaît pas encore cette maladie, donc ils ne peuvent pas me dire si ma mère va survivre. Et quelques jours après, ma nièce me dit: «Ne t'inquiète pas, mais sache que ton père est également à l'hôpital». En fait, il avait le Covid depuis le début. Il était asymptomatique ou peut-être qu'il n'avait pas réalisé qu'il avait des symptômes parce qu'il s'inquiétait pour ma mère. Donc je suis alitée, confinée chez moi, et je vais peut-être perdre mes 2 parents qui sont dans le coma, tous les 2. Mais on me dit que mon père est quand même stable, donc on essaie tous de garder espoir. Et au bout de quelques jours, un médecin m'appelle. Moi, j'avais plus le Covid à ce moment-là. Il m'appelle et il me dit: «Les hôpitaux sont saturés». On est dans le sud de la France, je vous l'ai pas dit, mais mes parents vivent dans le Vaucluse. Et il me dit: «Les hôpitaux sont saturés, on ne peut plus garder tous les malades». Vous le savez qu'il y a eu malheureusement des choix entre les patients et autres situations dramatiques. Et le médecin au bout du fil me dit: «Votre père est dans un état plutôt stable, même s'il est dans un coma artificiel, donc on va le transférer dans un autre hôpital». Moi, naïve, je me dis qu'on va le transférer à l'hôpital voisin et on m'apprend qu'on va le transférer à Lorient, donc en Bretagne. Donc je dis, le médecin me dit: «Vous êtes d'accord?» Et je demande: «Est-ce que j'ai le choix?» Donc il m'annonce que non, je n'ai pas le choix. Et donc mon père, inconscient, est transporté en hélicoptère à Lorient, ville où il n'est jamais allé, avant ce jour-là. Mais voilà, je reste quand même, assez positive car on me dit qu'il est stable. Ma mère, petit à petit, va de mieux en mieux. Donc elle se bat et on commence à voir un petit peu, une lueur d'espoir. Et encore quelques jours après, là on est début novembre 2020, un médecin m'appelle et me dit, qu'en fait, l'état de mon père, que mon père va mal et qu'il faut absolument venir le voir à Lorient. Et là, à partir de là, une amie m'aide à lancer un appel à solidarité sur internet. Je me souviens qu'on a fait un tweet qui a eu des milliers de repartages. Vraiment des centaines de personnes me proposent, de m'héberger. Il y a même un lycée qui me propose une chambre, donc je pars avec mon frère et ma sœur. On s'en va à Lorient, tous les 3, pour aller rendre visite à mon père. Et en fait, on se rend pas compte sur le coup. Déjà, on réalise que c'est la réanimation parce que, comme beaucoup d'entre nous, la réanimation, c'est juste un mot que j'entends en boucle depuis presque un an à la télé. Mais je réalise pas qu'en fait, c'est des êtres vivants qui sont branchés à des fils et qui tiennent en vie grâce à ça et grâce à des équipes médicales qui nuit et jour, veillent sur eux. Et en fait, sur le coup, on réalise qu'on est en train de dire adieu à notre père. Et ma mère ne le sait toujours pas. Elle est toujours, dans le sud de la France, hospitalisée, donc elle ne sait pas ce qui se passe. Donc voilà, on est en train de dire au revoir à notre père. Et là, un médecin nous dit: «Mais en fait, on a un autre hôpital qui a plus de moyens, qui est à Rennes». Donc là, je suis à Lorient avec mon frère et ma sœur et mon père s'en va en hélicoptère pour Rennes. Donc je le vois partir en hélicoptère et mon frère et ma sœur prennent la décision de repartir dans le sud parce qu'ils ont des enfants. Il faut savoir que je suis la benjamine de ma famille, donc j'ai pas, j'ai pas de responsabilité, familiale dans le sud, donc ils décident de repartir et puis il faut s'occuper de ma mère aussi qui est encore hospitalisée. Donc j'avais de la chance parce que j'avais une amie qui était confinée parce que là, on est au 2e confinement, donc c'est, novembre 2021. J'ai une amie qui est confinée avec sa mère à Rennes, donc elle m'accueille avec beaucoup de solidarité chez elle. Et je me retrouve donc seule, benjamine de la famille, à Rennes et je vois mon père, avec une machine supplémentaire car, comme je vous disais, Rennes avait une machine supplémentaire, c'était l'ECMO. Pour celles et ceux qui ne savent pas, un ECMO, c'est un poumon artificiel. C'était une machine qui lui permettait de reposer ses poumons et donc c'est une espèce d'énorme boîte qui, pompe tout le sang du corps, de la personne et l'oxygène à sa place pour qu'il puisse, se reposer, reprendre des forces. Donc voilà, j'ai 30 ans et je vois mon père, branché, avec des dizaines de fils
et avec son... Enfin bref, c'est une image qui restera gravée à vie, j'imagine. Donc à ce moment-là, les visites dans les hôpitaux sont interdites, mais au vu de la situation, on m'autorise 3 visites par semaine. Donc 3 fois par semaine, j'ai le droit à 1 heure de visite, visite durant laquelle je parle avec mon père. C'est drôle parce qu'en fait, on n'a jamais vraiment discuté, on s'est jamais vraiment dit qu'on s'aimait. Donc pendant 1 heure, je lui parle, je lui dis à quel point c'est important qu'il revienne à lui, qu'il guérisse. Et 3 fois par semaine, j'ai ce rituel qui consiste à donc entrer en réanimation, changer de masque une première fois, puis mettre un autre masque, mettre une charlotte sur la tête, des lunettes, des gants, une blouse. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est déjà pas mal. Et à entrer pour discuter avec lui. Donc cette situation, elle dure 3 mois. Pendant 3 mois, il est donc plongé dans ce coma et moi je suis à l'autre bout de la France toute seule à discuter avec mon père. Pendant ce temps-là, ma mère ne sait toujours pas ce qui se passe parce qu'on ne voulait pas non plus l'inquiéter. Et moi, en même temps, j'ai toujours ces enregistrements que j'avais faits de mes parents et je me rends compte que la peur de dévoiler leur vie devient totalement ridicule face à la peur de les perdre et de ne pas avoir crié au monde ce qu'ils avaient traversé. Donc en parallèle, je monte cet épisode qui deviendra par la suite un podcast que j'ai diffusé pendant que mon père était dans le coma. Donc voilà, ça dure 3 mois durant lesquels donc je visite mon père 3 fois par semaine. J'appelle l'hôpital le matin, le midi et le soir. Et la même chose, la même phrase en boucle, état stationnaire. Parce qu'en fait, l'équipe médicale ne sait pas plus que nous ce qui va se passer. Je me souviens avoir parlé pendant des heures à des infirmières, aides-soignantes et autres qui étaient juste dépassées par les situations, qui, comme nous, découvraient ce qui se passait, qui n'avaient pas vu leur famille depuis bientôt 1 an, qui se sacrifiaient pour soigner des gens. Faut savoir aussi que pour faire tenir des personnes dans un coma artificiel avec le Covid, il fallait des doses de cheval. Je me souviens qu'on m'avait dit 7 fois plus fortes que pour des patients avec d'autres pathologies. Donc cette situation dure au moins 3 mois. Fin décembre, je décide de rentrer dans le sud quand même pour me reposer. Et on continue quand même à faire des allers-retours entre Rennes et le Vaucluse pour rendre visite à mon père. On est 4 frères et sœurs, donc on se dévoue un peu. Et un jour, en fait, en janvier, ma mère n'en peut plus. Il faut savoir qu'elle n'a pas vu son mari depuis le mois d'octobre, qu'elle apprend qu'il est dans un coma artificiel à l'autre bout de la France, donc elle meurt d'envie de le voir. Elle sortait d'un Covid grave, mais je décide de l'accompagner. Et elle a dû donc faire un voyage qui devait durer à la base 6 heures, qui a fini par durer 14 heures. Merci la SNCF. Et cette scène m'a également bouleversée parce que, comme je vous disais, donc on parle pas du tout d'amour. Je n'avais jamais vu un seul signe physique d'amour dans ma famille. Et je me souviendrai toujours de ce moment où ma mère entre dans la pièce et sans même se poser de questions, elle saute dans les bras de mon père et lui embrasse la poitrine. Et ma mère ne parle pas français, donc elle me demandait de traduire à l'infirmière tout ce qu'elle disait. Évidemment, je n'y suis pas arrivée, hein. J'ai évidemment fondu en larmes, mais elle remerciait toute l'équipe de se battre, car s'il était resté dans un hôpital saturé, évidemment qu'il n'aurait pas fait partie des personnes choisies, car il a 70 ans et qu'à cet âge-là, on l'aurait laissé tomber au profit de personnes plus jeunes. Mais voilà, à ce moment-là, mon père commence à sortir du coma. On décide en fait de faire un pari parce que 3 mois dans un coma artificiel, c'est assez dangereux finalement. Donc on finit par voilà, essayer de le réveiller. Il faut savoir que sortir d'un coma, c'est pas comme dans les films, c'est pas du jour au lendemain. Ça a pris 3-4 mois. Et déjà, baisser la sédation, arrêter les médicaments progressivement, enlever tous les dispositifs qu'on lui avait mis dans le corps. Et après ça, il faut réapprendre à ouvrir les yeux, à suivre du regard. Il faut réapprendre à manger tout seul, à déglutir. Il faut réapprendre à marcher. Il faut réapprendre à parler.
Et c'est à ce moment-là que l'épisode du podcast est sorti. Et je me souviens que mon père ne l'a toujours pas écouté aujourd'hui, le podcast, à vrai dire. J'ai commencé à lui faire écouter au moment où il sortait à peine du coma, et il n'a pas pu le terminer parce que c'était trop d'émotions. Et donc à ce moment-là, on finit par accepter que mon père soit retransféré dans le sud de la France. Et là, comme je vous disais, continuent les périodes de rééducation. Excusez-moi. Merci. Si je vous raconte tout ça, c'est pas du tout pour vous reparler du Covid et plomber l'ambiance, surtout qu'on vient d'enlever les masques, mais c'est pour vous dire de foncer, sincèrement, de ne pas hésiter à poser des questions aux gens que vous aimez, car là j'en ai eu la preuve concrète que à 2 mois après, parce que je n'entendais plus la voix de mes parents. Aujourd'hui, rassurez-vous, mes parents vont beaucoup mieux. Il reste certes des séquelles. Ma mère va mieux, mais mon père est sous oxygène 24 heures sur 24. Ma chambre d'enfant est devenue une espèce de mini-centrale à oxygène à laquelle il est branché tout constamment. Dans la chambre de mes parents, il y a maintenant un lit d'hôpital. Pendant 3-4 mois, une infirmière passait 3 fois par jour. Ma mère est un peu devenue aussi son infirmière qui vit pour surveiller, pour vérifier qu'il respire à chaque instant. Et pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que la semaine dernière, j'ai eu le Covid à nouveau. Et enfin, drôle. Maintenant, je trouve ça drôle, mais... Et vous pouvez pas savoir comme c'était un soulagement de me dire que cette fois-ci, c'était moi à nouveau la Benjamine de la famille pour laquelle on s'inquiétait. Et cette fois-ci, c'est mon père qui m'a appelée pour savoir comment j'allais. Et je voulais pas lui dire pour ce soir, c'est ce que je racontais à Patrick juste avant d'aller sur scène, c'est que je voulais pas raconter. J'ai dit à personne que je venais sur scène raconter cette histoire. Et mon père m'a appelé, je sais pas, 1 heure avant, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Je dis « Oh, je fais un petit truc. » Je raconte une histoire sur scène. Il m'a dit « Ah oui, quelle histoire ?» Et c'était leur histoire. Finalement, je pense qu'ils auraient peut-être vécu une vie en France sans qu'on connaisse leur vie, leur histoire. Et je suis très heureuse de la partager aussi aujourd'hui avec vous. Et sachez qu'en octobre dernier, en octobre 2021, on a pu fêter leurs 50 ans de mariage. Merci de m'avoir écouté.